pousser encore quelques questions que nous apporte Paul Laurent. Donc Paul Laurent qui là interroge donc un objet de l'histoire, et un objet en fait suffisamment énigmatique pour qu'il soit pris en compte par un psychanalyste. Et à se plonger donc dans le récit historique, la psychanalyse gagne en même temps à éprouver ses propres concepts, qu'à donner un éclairage là où l'historien ne peut que décrire d'un récit factuel un moment chronologique de l'histoire, donc considérer la dimension philosophique et les résonances politiques sans atteindre l'essence métapsychologique de l'événement. Alors, s'il reste psychanalyste, Paul Laurent Assoun s'est réellement fait historien, à savoir qu'il a épuisé les bibliothèques pour en tirer des textes de première main qui attestent des faits, les faits qu'il va commenter. Le nombre de références présentes dans l'ouvrage permettent de dresser un tableau précis de ces faits et nous permettent de considérer clairement un épisode de l'histoire. Alors comme tu l'as dit, peut-être pas entièrement inconnu des historiens, mais quand même extrêmement peu commenté, voire pas du tout, jusqu'à présent. Alors très rapidement, parce que Paul Laurent nous a fait quand même un récit un peu détaillé de son ouvrage, Paul Laurent nous indique que la Convention nationale, en octobre 1976, ordonne que la totalité des rois et reines inhumés à la basilique de Saint-Denis soit exhumée et on peut dire jetée aux chiens. Et dans les mois qui suivirent, donc 170 tombes furent ainsi extraites jusqu'à Dagobert. Tout ce qui avait trait à la royauté fut jeté à la vindicte populaire. Décapité Louis XVI n'aurait su protéger la République des méfaits de la royauté. Le corps des rois morts était censé garder en eux quelque chose de l'essence royale que le peuple ne pouvait supporter. Alors, cet acharnement sur les cadavres n'est pas rage hystérique de quelques exaltés en colère, mais, Paul Laurent l'a bien indiqué, une décision administrative de la Convention, une décision d'État. Ensuite, nous continuerons avec la lecture métapsychologique que Paul Laurent en a fait. En ce qui concerne la perception du corps au XVIIIe, donc j'avancerai quelques considérations en lien avec l'idée invraisemblable, en première lecture, d'effectuer des exactions sur un cadavre. Mais, si on regarde un peu l'histoire, l'Ancien Régime ne laisse guère les morts tranquilles. Ainsi, par exemple, la condamnation être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive n'était pas la pire. Elle indiquait qu'une fois la mort venue, la punition s'arrêtait. Et que donc, le corps pouvait être inhumé. Mais la norme était plutôt qu'il devait rester pendu. Et la peine perdurait. Tout à fait emblématique, le gibet de Montfaucon, qui se situait du côté de la place du colonel Fabien, pouvait accueillir jusqu'à près d'une centaine de pendus qui pourrissaient sur place. On y pendait également par les aisselles les condamnés qui avaient été décapités. Des archers gardaient le lieu et empêchaient les familles de récupérer le corps de l'un des leurs accroché à la potence. Si d'une manière ou d'une autre, une famille arrivait à subtiliser un corps et que les autorités le retrouvaient, le corps était rependu. La punition ne s'arrête pas avec la mort. Alors, Octave Manoni nous disait dans sa préface à un ouvrage de Pirsig, Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes, un ouvrage qui a eu un certain succès dans les années 80, il disait que le 19e siècle, le 19e,
fut celui de la paranoïa. Je pense que le 18e n'est peut-être pas celui de la psychose, mais carrément celui de l'hystérie, en ce sens de la perception du corps qui se passe à cette époque. Je pense, entre autres, aux épidémies des convulsionnaires. Les convulsionnaires de Saint-Médard, les convulsionnaires Paris, les convulsionnaires des Cévennes. Et d'une certaine manière, je dirais qu'au XVIIIe, le corps entre en résistance. Il veut résister à tout. Et du coup, comment dirais-je, que les révolutionnaires restent inquiets par ce corps qui pourrait résister, du moins, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps au XVIIIe, nous permet peut-être d'approcher la sensibilité qu'avaient là les décisions des révolutionnaires. Le corps donc entre en résistance. Par exemple, les prédicateurs des Cévennes, en guerre contre les papistes. Avant leur prêche, les prédicateurs qui exhortaient les camisards à prendre les armes entraient tout d'abord en convulsion dans la description clinique qu'en fera Charcot un siècle plus tard, avec l'Épistotonos et toute la description de Charcot. Ensuite, ces gens-là pouvaient marcher sur des braises, on les frappait de coups d'épée, on leur tirait des balles de pistolet à bout portant, le corps restait intact. À Paris, un diacre, dit diacre de Paris, était réputé faire des miracles où, pareil, les gens entraient en convulsion. Cet homme décède et est inhumé au cimetière de Saint-Médard. La foule s'y presse et on voit des scènes de convulsions hystériques absolument extraordinaires tout autour de la tombe. Le roi est obligé de faire donner des hommes en armes pour fermer le cimetière. Et comme je disais, genre d'anecdote, un des paristes, on les appelait comme ça, avait fait écrire sur la porte du cimetière défense de par le roi, défense à Dieu de faire des miracles en ce lieu. Bon. Mais donc les paristes se réunissaient dans des maisons et se guérissaient en se frappant de coups de gourdin, de pierres, en se défenestrant. Le corps reste indestructible. Alors, Paul-Laurent Assoun fait également, ça me plaît beaucoup parce que tu sais que j'ai beaucoup travaillé, fait allusion aux vampires. Et il cite l'ouvrage Princeps en français, quoique assez tardif, il est de 1746, l'ouvrage du révérend père Don Calmet, rappelant que ce bénédictin appelait de fait les vampires des revenants en corps, par opposition aux fantômes immatériels. Mais en fait, ce que révèle Don Calmet et toute la littérature vampirique de l'époque, c'est que le symptôme qu'on est en face d'un vampire, c'est pas les dents ou des trucs comme ça c'est une invention de Bram Stoker, mais le seul symptôme nécessaire et suffisant qui indiquait qu'on était en présence d'un vampire était que le corps dans la tombe ne se décompose pas, qu'il reste intact. Et alors s'il se trouvait à l'époque qu'un corps inhumé depuis pas plus d'une semaine était trouvé intact, on exhumait le cimetière entier et on brûlait tous les corps de peur que par contagion sous la terre, le vampire primaire n'engendre des métastases. Voilà. Alors, pour terminer cette analogie, je citerai la description par les profanateurs du corps de Louis XV, que Paul-Laurent rapporte dans son livre, je cite, « Ce corps retiré du cercueil, bien enveloppé de langes et de bandelettes, était tout entier frais et bien conservé. La peau était blanche,
le nez violet et les fesses rouges comme celles d'un nouveau-né, et nageant dans une eau abondante formée par la dissolution des sels marins dont on l'avait enduit. Alors, cette description est littéralement celle que faisaient les chirurgiens envoyés par la commission du duc de Richelieu, envoyés par Louis XV en Roumanie, hein, pour savoir ce qu'étaient les vampires. C'est la description type des cadavres de vampires exhumés par la dite commission. Il faut savoir donc que les premiers vampires qu'on a trouvés, c'était les médecins, les chirurgiens qui en faisaient un récit dans un visum et repertum qui a été déposé au Parlement de Prague. C'était donc comment dirais-je, des expéditions médicales. Et donc le seul symptôme, c'est que le corps nage dans une immense quantité d'un liquide. Et dans les premiers textes, il même que certains pensent être du sang. Le thème du sang n'est même pas fondamental dans cette histoire-là. Et là, il nage dans de l'eau. Bon, et en tout cas, les chairs sont molles et vermeilles. Hein, le corps est intact. Alors, si je me permets donc ces ajouts historiques, c'est pour faire corps, c'est absolument le cas de le dire, hein, avec l'interrogation que porte Paul Laurent à propos des exactions commises sur les morts. Hein, le corps peut encore faire peur. Hein, et le corps d'un roi, c'est autre chose que le corps du tout venant. Hein, c'est quelque chose donc qui pourrait être dangereux. Alors, de fait, comme l'a indiqué Paul Laurent, la décision d'extraire tous les rois de France, les reines et les nobles, inhumés à Saint-Denis, procède de cette peur, mais quand même à quelque chose là d'extraordinaire, et on peut suivre Paul Laurent dans l'intérêt qu'il aura porté à cet événement. Je le cite, plutôt que de psalmodier le meurtre du père comme quelque article canonique du supposé freudisme, il s'agit de voir à l'œuvre, dans l'intégralité de ses enjeux et selon ses modalités singulières, dans son actualité récurrente. Hein, là, c'est effectivement, on peut dire que s'il avait été au courant de cet événement, Freud aurait tout à fait pu le rapporter dans Totem et Tabou. Possède une dimension absolument obsessionnelle. Paul Laurent l'a rappelé, c'est un acte programmé et organisé. La profanation suit le code d'une procédure administrative. Hein, c'est le 31 juillet 1713 que Bernard Barrère, un rapporteur du comité de salut public, ramène un rapport. Il sera composé d'une commission, on désignera les commissaires chargés de surveiller l'exhumation. Il y aura ensuite un rapport, dit le rapport Poirier, qui rappelle la date de chaque roi, l'âge qu'il avait au moment de sa mort et l'état de décomposition où se trouvait chaque corps au moment des exhumations. Et comme tu l'as dit, d'ailleurs, il y a même un budget qui a été voté pour l'opération, qui coûtera, tu l'as noté, 742 livres et 10 soldes. Voilà. Hein. Alors,